Le Sénat a adopté il y a une dizaine de jours le nouveau congé de naissance qui propose aux parents jusqu'à 2 mois supplémentaires à partir de janvier 2026. Alors quelles en sont les modalités et pourquoi est-ce si important pour les familles aujourd'hui? On en parle tout de suite avec la députée Sarah Legrain. Du nouveau pour les futurs parents qui auront désormais le droit à un nouveau congé de naissance qui donne aux parents jusqu'à 2 mois supplémentaires à partir de début 2026. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir Sarah Legrain. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes députée LFI et également vice-présidente de la délégation aux droits des femmes à l'Assemblée nationale. Le Sénat a donc approuvé votre demande, puisque vous aviez demandé spécifiquement de faire passer cet amendement à partir du 1er janvier 2026, alors que c'était initialement prévu au 1er janvier 2027, et même avant encore, en juillet 2027. Qu'est-ce qui avait fait que qu'est-ce qui avait fait que ça avait été envisagé si tard au départ? Alors, pour revenir un peu, que tout le monde comprenne, donc le congé de naissance, c'est quelque chose qui est annoncé par Macron depuis 2023. D'ailleurs, il l'avait un peu enrobé dans un discours sur le réarmement démographique qui avait quand même fait beaucoup réagir. C'est voilà, une mesure qui était attendue par les parents avec quand même beaucoup de versions différentes qui ont existé dans le paysage. Donc là, ça s'est stabilisé au moment de l'examen du budget de la sécurité sociale à l'automne. On a eu cette version-là, même si, je pourrais revenir, il n'y a pas tout dans le texte. Donc il y a des choses qui sont dites par le gouvernement, mais qui ne sont pas dans le texte. C'est un peu embêtant, notamment la rémunération. Quand vous avez dit on donne 2 mois aux parents, on ne les donne pas. C'est censé être 70% du salaire ou 60% du salaire pour le deuxième mois. C'est quand même pas négligeable et ce n'est pas dans le texte. Donc ça, il y a déjà des flous et il y avait comme une petite ligne, comme une petite astérisque en bas du contrat, vous voyez, où il y avait en fait la date d'entrée en vigueur en juillet 2027. Et moi, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, c'est pas possible. Déjà que, par plein d'aspects, ce congé, il est décevant par rapport à ce que plein de parents pouvaient attendre. Il est, à mon avis, un peu à côté de la plaque en matière d'égalité. Mais en plus, juillet 2027, ça veut dire pour les gens potentiellement jamais. Quelle date? C'est la présidentielle juste avant. Exactement. Ça, en fait, c'est une façon de dire on le fait comme ça, on va pouvoir se vanter de l'avoir fait, mais aucun parent n'en bénéficiera avant juillet 2027. Et qui peut dire qu'est-ce qui va se passer en juillet 2027 avec cette arnaque? Électoraliste, c'était quoi? C'était une promesse en fait? En fait, c'était de faire comme si la promesse était tenue, sauf qu'elle ne l'était pas. Voilà. Et surtout, quand je vous dis que l'indemnité, elle est pas dans le texte, ça veut dire qu'elle passe par décret. Donc ça suppose un décret après juillet 2027, pris par on ne sait qui, pour que le congé ait réellement lieu. Donc moi, quand je me suis aperçue de ça, je me suis dit, déjà, on va faire la vérité des prix, je vais déposer un amendement janvier 2026 et on va voir ce qui se passe. Et en fait, là, c'est compliqué pour les gens, mais il y a tous ces allers-retours avec le Sénat. Ce qui s'est passé au Sénat, c'est qu'ils l'ont avancé, ils ont fait janvier 2027, donc on avait gagné 6 mois, mais c'était pas non plus satisfaisant, notamment pour tous les parents qui se sont mis à m'écrire en me disant mais moi ça me concerne maintenant, et surtout qui sont dans des conditions matérielles, ils disent mais moi en fait j'ai pas vraiment le choix parce que j'ai pas de mode de garde, j'anticipe le fait que le congé maternité et paternité vont être trop courts par rapport au moment où je peux laisser mon enfant, et je sais très bien que si je prends derrière un congé parental c'est 400 €, donc 400 € c'est une chute extrême de revenus et notamment pour les femmes. 400 € par mois, donc comme indemnisation. Comme indemnisation, c'était vraiment trop peu et évidemment pris par les femmes parce que ce sont elles qui ont les plus bas salaires et parce que ce sont elles qui sont incitées dans la société à s'occuper des enfants. Et donc on se retrouvait avec vraiment des facteurs d'inégalité très forts. Donc voilà, j'ai redéposé cet amendement qui a été réadopté par l'Assemblée nationale. Et là, bon, il peut y avoir encore un ultime suspense parce qu'il y a la question du budget final. Vous savez que c'est un budget dans lequel aussi il y a quand même un certain nombre de choses horribles et très contestables. Donc là, il est passé. Normalement, il devrait repasser la semaine prochaine. Et donc, le congé de naissance est inclus dedans. Et a priori, cette date de janvier 2026 devrait y rester. Donc, les parents devraient pouvoir en bénéficier. Et je serais au moins heureuse si j'ai pu juste contribuer à ça, malgré toutes les critiques que j'ai sur le budget dans son ensemble et sur ce congé de naissance, de me dire, au moins, on n'arnaque pas les gens jusqu'au bout en faisant semblant d'avoir mis quelque chose une petite avancée dans ce budget de malheur pour en fait finalement qu'elle n'ait jamais lieu. Alors je l'entends, mais juste pour tous ceux qui nous regardent et qui ne sont pas dans le système politique, et moi aussi d'ailleurs la première, j'aimerais comprendre, quand on donne une première date, juillet 2027, évidemment, vous déposez intelligemment l'amendement pour janvier 2026, mais qu'est-ce qui fait que tout d'un coup c'est accepté comme ça, pas en une seconde, mais avec 2-3 discussions, certes, mais pourquoi tout d'un coup on va avancer d'1 an et demi? Eh bien, ça s'appelle le débat parlementaire. C'est en fait soit on décide qu'on soumet rien
au Parlement dans ce pays et que c'est le gouvernement qui décide de tout, ce qui est un peu ce qu'ils ont tendance à faire depuis des années, notamment en nous imposant des 49.3, mais pas seulement, parce qu'en fait, il faut que les gens comprennent qu'au-delà du 49.3, il y a plein de façons d'imposer. Le fait, par exemple, de mettre beaucoup de choses par décret, vous avez mis quelques vœux pieux dans le budget, puis après, par décret, qu'est-ce que vous faites? Vous retirez encore, vous coupez encore des sous, vous changez encore des choses. Donc là, on a un débat parlementaire qui nous permettait, au moins, moi j'ai tenté cet amendement, je pourrais vous faire la liste de tous les amendements que j'ai tentés non recevables, parce qu'il y a des règles très strictes à l'Assemblée nationale, donc j'ai essayé, par exemple, d'allonger le congé paternité, ce qui me semblait majeur, j'ai essayé de toucher à l'indemnisation, mais c'était pas possible vu qu'elle n'était pas dans le texte, j'ai essayé de faire en sorte que ça puisse concerner les gens qui étaient déjà en congé paternité ou maternité, ça ne marchait pas, enfin bref, mais en tout cas, ce changement de date, il a été jugé recevable et il a été majoritaire à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'il y a une majorité de députés qui se sont dit, ben oui, on ne va pas en fait arnaquer les gens. Alors évidemment, les macronistes n'étaient pas pour. Eux, ils avaient la consigne du gouvernement. On a le gouvernement qui nous a dit, vous comprenez, on peut surtout pas, on n'y arrivera pas, etc. Mais c'est passé. Donc j'espère bien qu'au final, dans la version finale, parce que le gouvernement peut toujours imposer des choses de dernière minute, j'espère qu'on respectera ce vote de l'Assemblée, qui est un des rares votes là, qui est un peu favorable. Alors, pour donc le redire pour ceux qui nous rejoignent, ce congé donc est un nouveau congé, donc un congé supplémentaire, donc à celui qui s'ajoute au congé paternité et maternité que vous avez déjà existé, qui sont préexistants donc. Et est-ce que c'est avant tout un soutien aux familles ou est-ce que ça pourrait être pris, avec toutes les prises de parole d'Emmanuel Macron, comme un encouragement à la natalité? Eh bien, en tout cas, moi, je conteste le fait que cette mesure, qui est déjà maigrelette, soit insérée dans un discours nataliste dans le pays, qui n'est pas un discours forcément favorable aux droits des femmes et qui en plus s'insère dans un contexte où on a le chef des états-majors qui nous explique qu'il va falloir peut-être se préparer à voir nos enfants mourir sur le champ de bataille, enfin le terme de réarmement démographique. Tout le monde a compris que derrière il y a une façon de présenter l'objectif de natalité comme un objectif de puissance pour le pays dans un contexte guerrier qui, à mon avis, est de nature à pas du tout donner aux gens envie d'avoir des enfants. Donc moi je conteste ce cadre. Il faut distinguer peut-être quand même la prise de parole de l'état-major avec la prise de parole d'Emmanuel Macron. En tout cas, sur la natalité, c'est certain, peut-être pas en rapport avec la guerre forcément. Tout le monde entend bien, vous savez, là cet après-midi à l'Assemblée nationale, il y avait un débat sur les questions des dépenses militaires. Tout le monde voit bien ce contexte. Et d'ailleurs, les études sur les questions de désir d'enfant, elles pointent le fait que l'inquiétude sur l'avenir, que la situation de la planète, que ce soit sur un plan écologique, sur un plan géopolitique, elle joue dans les désirs des parents. Donc moi, je trouve que enrober ça dans un discours comme ça n'est pas... et en plus, non seulement contre-productif, mais en plus, ce n'est pas ce que je souhaite. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on dise aux femmes, votre droit à disposer de votre corps, il doit être garanti partout, et c'est un droit à ne pas avoir d'enfants si on ne souhaite pas en avoir, mais aussi à pouvoir avoir le nombre d'enfants qu'on souhaite avoir. Et là, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, même si globalement le désir d'enfant baisse dans le pays, eh bien, il y a quand même un écart entre le désir d'enfant, entre la famille idéale qu'on se projette et celle qu'on a finalement. Et cet écart, il est lié à plein de choses et à l'idée notamment que les conditions matérielles ne sont pas bien remplies pour accueillir correctement un enfant. Le manque de modes de garde, des logements qui sont des logements très chers et trop exigus pour accueillir les enfants, notamment dans les grandes villes, une précarité matérielle. Et au milieu de tout ça, il y a aussi la question de l'égalité, c'est-à-dire qu'on constate que plus ça va, plus les femmes disent en même temps, si quand on fait des enfants, c'est nous qui en payons essentiellement le coût et qu'il n'y a pas un partage entre femmes et hommes et un partage globalement par la société, si nous devons en payer le coût économique, le coût professionnel, le coût en termes de charge mentale et même de santé, eh bien peut-être qu'on doit renoncer à avoir le nombre d'enfants qu'on veut. Donc c'est tous ces facteurs-là et je pense que le congé au moins répond un petit peu à l'inquiétude qu'il y a sur la capacité qu'on a dans les premiers mois à accueillir suffisamment bien son enfant. Néanmoins, je pense qu'il a des effets pervers en matière d'égalité. Et c'est peut-être ce dont on en parle justement, l'égalité, permettre aux pères aussi de s'investir davantage, peut-être effectivement baisser la charge mentale aussi sur la mère. C'est aussi déconstruire ce lien souvent unique entre la mère et l'enfant. Oui. Eh bien, en fait, aujourd'hui, l'état actuel des congés, et malheureusement le congé de naissance n'y changera rien tant qu'on ne touche pas au congé du paternité ou au congé du coparent, l'état actuel des congés dit quelque chose. Dit, eh bien finalement, quand vous accouchez, vous avez un congé dont chaque femme qui a accouché sait qu'elle n'est pas un congé pour se reposer, mais qui est un congé pour s'occuper et accueillir l'enfant qui vient de naître. À un moment où on est déjà soi-même fragilisé par l'accouchement, fragilisé par les bouleversements liés à la maternité, et on a d'ailleurs des alertes dans le pays. Je ne veux pas dramatiser, mais quand vous savez que la première cause de mortalité dans l'année qui suit la naissance d'un enfant pour la mère, c'est pas l'hémorragie, c'est pas les troubles cardiovasculaires,
c'est le suicide, c'est bien qu'il y a une détresse à ce moment-là. Et je pense qu'aujourd'hui, la première des choses qu'on devrait faire, et c'est ce que j'ai porté moi à l'Assemblée nationale, et je regrette que le gouvernement ne l'ait pas entendu, c'est allonger la durée du congé paternité et du congé du coparent, parce que aujourd'hui, ces congés-là, ils induisent d'emblée que la mère va se retrouver très vite seule avec l'enfant, à accueillir l'enfant, puisque en fait, donc avec des risques justement de dépression postpartum. Des risques pour elle de dépression postpartum. Oui. Et avec qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça installe dans le couple, et c'est naturel. Et même dans les couples où il y a un désir d'égalité et il y a un désir de partage égalitaire des tâches, évidemment que si vous avez été seul avec l'enfant à apprendre toutes les tâches parentales pendant les 4 mois de votre congé maternité, alors que votre conjoint au maximum a pris 1 mois, et je dis au maximum parce que la part obligatoire elle est toute petite, elle est à peu près 1 semaine, donc en réalité c'est encore c'est pas suffisamment admis dans le monde du travail que les hommes s'arrêtent même 1 mois. Et en réalité, je pense que si on disait dans la société les 2 parents, d'ailleurs quel que soit le modèle familial, mais quand il y a 2 parents, les 2 parents ont accès à un congé égal pour s'occuper de l'enfant, parce que c'est un congé qui est dû à l'enfant et qui n'est pas un repos pour la mère qui vient d'accoucher. Tout le monde sait que ça n'a rien. Là, en l'occurrence, c'est égal, ce nouveau congé. Mais regardez ce que c'est. Ce n'est pas un congé paternité ou maternité, précisément parce que, 1, il n'est pas obligatoire pour l'employeur, c'est-à-dire qu'il n'est pas automatique, et surtout, il n'est pas à 100%. Or, dans le pays, on a des très fortes inégalités de salaire entre les femmes et les hommes qui demeurent, et qui demeurent pas seulement parce que les employeurs seraient méchants et sexistes, parce que ça, c'est un peu une vision qui pourrait être donnée. Il y a des inégalités à poste égal, mais la plupart du temps, les inégalités, elles sont liées au type de poste que les femmes occupent, et elles les occupent notamment parce qu'elles sont femmes. Donc c'est des postes qui sont considérés comme dévolus aux femmes, l'éducation des enfants, le soin à la personne, l'entretien ménager, ces métiers féminisés qui sont très mal payés dans le pays. Et puis surtout, vous avez la question du temps de travail. Quand vous avez des enfants, c'est mécanique, toutes les études le montrent, quand vous êtes une mère, vous diminuez votre temps de travail. Et en fait, vous avez cette double journée, c'est-à-dire qu'en général, vous continuez quand même à travailler, mais vous avez aussi ce travail parental que vous assumez à 65%. Dans les couples aujourd'hui, 65% des tâches parentales sont faites par les mères. Et donc, cette double journée fait que ça va avoir un coût, évidemment, sur votre fatigue et votre santé mentale, mais aussi sur, économiquement, vos revenus et puis votre avancée de carrière. Donc, c'est déjà l'état des choses. Donc, si vous faites 70% du salaire, qu'est-ce qui va se passer? Mécaniquement, on va se dire, c'est le salaire le plus bas. Il vaut mieux que ce soit sur le salaire le plus bas. Voilà. Donc, ça va être la femme qui va le prendre, ce qui est déjà le cas actuellement avec le congé parental. Et 60% pour le second mois. Et le second mois, 60%. Voilà. Et je vous dis, tout ça, c'est par décret. Donc, en plus, on n'est pas à l'abri qu'on nous rabote ça. Voilà. Surtout qu'en fait, la problématique de ce que vous expliquez, c'est qu'en fait, comment convaincre les pères qui gagnent toujours davantage que les mères? Oui, le père va dire forcément à la mère, en l'occurrence, donc l'homme à la femme, j'ai plutôt intérêt, moi, à continuer de travailler. Oui, et peut-être même le couple. Peut-être même que la mère, elle va dire, écoute, tu gagnes plus, donc nous, personne ne souhaite avoir des baisses de revenus pour son couple au moment où on accueille un enfant. Donc, la réalité, c'est que ça doit être un droit accordé. Et c'est pour ça que moi, je me bats pour un congé paternité ou du 2e parent qui soit égal au congé maternité, non pas par égalité de droit entre les parents, comme s'il y avait un privilège des femmes avec ce congé maternité, mais justement pour assumer le fait qu'on octroie ce temps au père. Aujourd'hui, on demande aux mères de prendre du temps pour leurs enfants, parfois plus que ce qu'elles ne voudraient, parce qu'elles vont aussi vouloir avoir une vie professionnelle à côté. Mais on demande aussi aux pères de passer l'essentiel de leur temps dans le travail, et on ne les incite pas et on ne leur donne pas les moyens de s'arrêter. Et je peux vous dire qu'évidemment, quand vous avez vis-à-vis de votre employeur des moyens de négociation, que vous êtes plutôt bien positionné dans la hiérarchie de votre entreprise, c'est plus facile de dire moi je prends mon congé paternité en entier, qui je le rappelle n'est que d'1 mois, mais quand vous êtes en CDD, dans une boîte où il y a un peu de pression, avec un poste qui est un peu en danger, eh bien évidemment que vous n'allez pas aller voir votre employeur en disant j'ai le droit à 1 mois, je prends mon mois. Vous prenez juste ce qui est obligatoire. Moi, je suis pour qu'on augmente cette part obligatoire, parce que c'est une part obligatoire pour les employeurs, pour laisser ce temps au père. Et je pense que c'est comme ça qu'on change les mentalités. Parce que la problématique, effectivement, dont vous parlez, de ce congé, enfin la problématique ou pas, mais enfin en tout cas, ça concerne uniquement pour les salariés. Parce que on vous parliez effectivement des CDD, mais il y a tous aussi les personnes qui sont entrepreneurs, indépendants, alors normalement, du spectacle. Oui, j'ai eu énormément de questions là-dessus. Du coup, je le dis ici, mais je ne peux pas m'engager à la place du gouvernement. Vous aurez compris que j'ai assez peu confiance en lui. Mais normalement, dans le texte, il y a marqué que ça concerne les professions libérales et les indépendants aussi. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai pu constater dans une mission que j'ai menée sur les politiques d'accompagnement à la parentalité, c'est que souvent, et je le dis du coup à celles et ceux qui peuvent nous écouter, souvent les indépendants, les professions libérales méconnaissent déjà des droits qu'ils ont en matière de congé paternité et maternité qui peuvent être
quand même un peu moins avantageux pour les salariés, mais qui existent. Et souvent, en fait, le système n'est pas fait pour suffisamment leur dire qu'ils y ont droit. Donc, normalement, ce congé de naissance est censé donner ce droit-là. Mais là où je vous rejoins, c'est aussi qu'il va y avoir des questions d'inégalité entre les familles. Je vous ai parlé entre femmes et hommes, mais toutes les familles ne pourront pas se permettre cette baisse de salaire. Quand vous avez déjà des moyens très précaires et que votre loyer est déjà 50% de ce que vous touchez, eh bien, vous vous dites, bah, tant pis, je ne peux pas prendre ce congé. D'autant plus qu'effectivement, j'entends votre appel vis-à-vis des pères, mais ce nouveau congé de naissance est un congé donc à la fois pour la mère ou le père, en tout cas, ou le coparent. Est-ce que, à l'inverse, on ne pourrait pas imaginer justement que, eh bien, on renforce le schéma traditionnel de la femme qui va être davantage chez elle, donc davantage finalement exclue ou en tout cas à distance de son travail, de sa vie professionnelle, et qui va s'isoler. Ben, c'est un des risques. C'est qu'aujourd'hui, on a un congé maternité de 4 mois. Il y a beaucoup de femmes, et je les comprends, hein, qui disent nous, on trouve ça trop court. Il y a des pays où c'est plus long, etc. Mais pendant ces 4 mois-là, elles touchent normalement la même chose que leur salaire. Bon, donc elles ne sont pas censées trop perdre de revenus, mais c'est déjà quelque chose qui les éloigne du monde professionnel. Et surtout, c'est ça qui fait d'elles le parent principal qui ensuite, quand les enfants vont être malades, va s'arrêter, parce que 85% des rendez-vous Doctolib pour les enfants sont pris par les mères. Quand il va falloir sortir plus tôt pour aller chercher à l'école, c'est elles qui vont le faire. Donc, en fait, ça crée cette dynamique-là. Moi, ma crainte, c'est qu'avec le congé de naissance, dont je redis que je comprends qu'il soulage plein de parents parce qu'ils sont en galère pour trouver des modes de garde, parce qu'ils veulent passer plus de temps avec l'enfant, si c'est les mères qui le prennent, ce congé de naissance, si les pères le prennent peu parce qu'il n'est pas automatique, pas obligatoire et moins bien rémunéré qu'un congé paternité, le risque, c'est que les femmes, finalement, aillent jusqu'à, 6 mois hors du travail, en ayant une perte, là, vraiment de salaire, voilà, une perte de revenus, pendant qu'un père pourrait prendre 1 mois, lui, de congé paternité, et ça pourrait accroître ces inégalités et accroître aussi le décalage qu'il y a entre un parent qui sait faire, qui a appris, qui a passé beaucoup de temps avec son enfant dès la naissance, et un autre parent qui a dû retourner au travail très tôt. En Suède, ça existe déjà, je crois, ce modèle-là. Oui. Ça fonctionne ou pas? Alors en Suède, justement, quand vous regardez ce qui se passe en Suède et dans les pays, vous avez la Norvège qui est assez proche aussi, vous avez plusieurs mois qui sont alloués à la mère, plusieurs mois alloués au père, y compris à un moment où la mère a repris le travail. Donc, vous avez des mois qui sont aussi des moments où le père est autonome avec l'enfant, ou le deuxième parent autonome avec l'enfant, ce qui est très important pour rééquilibrer cette idée de parent principal et parent auxiliaire. Et vous avez un congé entre les deux. Vous avez 4 mois où là, ça peut se répartir entre les parents. Et donc, éventuellement, effectivement, parfois, c'est les mères qui prennent les 4 mois. Et parfois, dans des couples très égalitaires, ça va être 2 mois pour la mère, 2 mois pour le père. Mais vous avez un congé, du coup, paternité, si vous avez celui qui n'a rien à voir avec celui qu'on a. Et moi, ma crainte, c'est que dans notre pays, là, on est très en retard sur le congé paternité. Alors, en Espagne, ma question, elle est simple. Sarah Legrain, pardon. Merci d'avoir évidemment fait avancer ce nouveau droit. Mais pourquoi ne pas avoir insisté sur le congé paternité davantage? Alors, moi, je l'ai fait non-stop. D'accord, mais alors, qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas réussi et pourtant, vous avez réussi sur celui-ci? Moi, j'ai fait une mission parlementaire, notamment, en plus, avec une députée MoDem. Les missions, c'est toujours transpartisan. J'ai réussi à convaincre cette députée MoDem que le levier, c'était le congé paternité. Nous avons rendu un avis, nous l'avons présenté au gouvernement, aux différents ministres. Nous avons dit, il faut un congé paternité égal au congé maternité. Nous avons fait un voyage en Espagne pour montrer ce qu'ils avaient pu faire en Espagne. Donc, moi, c'est le combat que j'ai mené. À chacune de mes interventions à l'Assemblée nationale, je l'ai dit en disant, si vous ne touchez pas d'abord au congé paternité, c'est compliqué d'allonger les congés. Et moi, je serais pour d'abord, on égalise les 2 congés, paternité, maternité, et ensuite, qu'on les rallonge chacun, ce qu'ils sont en train de faire maintenant en Espagne. Donc, je me suis battue pour ça. Et c'est ce que je fais, et c'est ça aussi le rôle d'un député d'opposition. Moi, le jour où la France Insoumise arrive au pouvoir, je sais ce que nous proposerons. Ce congé paternité égal. Je l'entends, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? C'est les députés ont dit oui, les sénateurs ont dit non? Ou est-ce que c'est les hommes majoritairement ont dit là, globalement, c'est surtout que... Mais ça coûte beaucoup trop cher, parce que, en fait, si c'est un droit que vous donnez aux hommes, ils le prendront, ils l'auront. Voilà. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'un congé, on vous vend ce congé-là, mais c'est un congé où vous avez 70% de votre rémunération seulement, et où il compte sur le fait que tout le monde ne le prendra pas, et que les pères, c'est pas vrai s'ils avaient fait correctement leur calcul. D'ailleurs, quand on regarde ce qu'ils mesurent, ce que ça coûte, ils savent très bien que tous les pères ne le prendront pas. Donc c'est toujours la même chose. Ils sont pas d'accord. Ils sont pas d'accord avec le fait aussi d'obliger les employeurs à cette égalité. Or, moi, je trouve que c'est important, y compris en termes de discrimination à l'embauche. Quand vous êtes un employeur, quand vous avez en face de vous un homme ou une femme en âge d'avoir des enfants, vous ne faites aucune différence parce que vous savez que l'un comme l'autre
va devoir avoir aussi du temps pour s'occuper de son enfant, l'accueillir, mais aussi aller le chercher à l'école, eh bien, ça change drastiquement les mentalités. Tant qu'on ne touche pas à ça, à mon avis, les autres mesures qu'on fait présentent quand même ce risque d'accroître les inégalités. Donc moi, je l'ai dit aux femmes, y compris qui se battent pour ce congé naissance, j'ai dit attention, moi j'ai ces inquiétudes sur les inégalités. Maintenant, j'entends le besoin et j'entends surtout que le gouvernement veut vous arnaquer. Et c'est pour ça qu'au moins, je me suis félicitée d'avoir réussi d'obtenir ce changement de date, voilà, mais qui reste mineur par rapport à ce que je souhaiterais pour les parents dans le pays. 70% le premier mois, 60% le deuxième mois. Comment est-ce que c'est financé? C'est Sécurité sociale et l'employeur, les deux qui s'y mettent? Alors, vous faites bien de parler du financement. C'est la sécurité sociale, donc c'est avec les cotisations. Donc les cotisations, vous le savez, c'est à la fois celles évidemment des salariés et des employeurs. Mais vous faites bien de souligner, parce que ça aussi, c'était une des arnaques qu'il y avait. Alors, ça a un peu bougé au Sénat, là. Il faudrait que je regarde où est-ce qu'on en est vraiment à la toute dernière version et qu'on voit que ça ne rebouge pas. Mais une des arnaques, c'était que pour financer ça, il décidait de toucher aux allocations familiales, et notamment pour le deuxième enfant. Vous savez, votre deuxième enfant, à partir de 14 ans, elle était rehaussée, votre allocation familiale. Et là, il le déplaçait à 18 ans. Ce qui était un manque à gagner pour de nombreuses familles. Et je m'étais aussi battue, mais là, le Sénat après a fait bouger les choses, mais je me suis battue sur ce sujet-là, parce que j'ai dit, là, vous êtes en train de donner aux jeunes parents un droit, en soustrayant aux parents qui ont déjà des enfants de plus de 14 ans. Et je ne suis pas d'accord avec cette logique-là. Et encore une fois, c'est une question de modèle. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, ils font des exonérations de cotisations sociales pour des grandes entreprises de plus de 250 salariés, pour les hauts salaires des cadres dirigeants des entreprises. Ça, c'est les choses qu'il y a dans le budget de la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'ils creusent des trous et après, ils expliquent que c'est les parents entre eux. Ils vont déshabiller certains parents pour habiller d'autres parents. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette logique-là. Vous n'êtes pas d'accord, mais ça veut dire quoi, Sarah Legrain, puisqu'on va rentrer dans une minute? Ça veut dire quoi? C'est que pour l'instant, on est dans ce flou réel sur l'allocation pour le deuxième enfant. Voilà, sur le deuxième enfant. Alors, normalement, ça avait été retiré par le Sénat. Il faut que je vérifie où on en est en termes de version. C'est-à-dire que si le Sénat, là, vous savez que le Sénat doit encore faire une dernière lecture. Moi, je pense qu'ils vont de toute façon rejeter le texte et que du coup, il n'y aura pas de modification. Mais il faut que je veille à ce qu'il n'y ait pas une modification dans l'autre sens d'ici le retour à l'Assemblée nationale. Normalement, en termes de financement, de ce côté-là, il y avait eu une évolution. Encore une fois, là, c'est peut-être quelque chose que j'aurais dû juste vérifier dans les derniers amendements déposés. On n'a pas tous les éléments. Je pense que les gens mesurent à quel point le budget, là, ça a été de rebondissement en rebondissement. En tout cas, je vous tiens au courant et je les appelle à la vigilance, parce que cette façon de faire, tout en creusant des trous dans la Sécu à côté, moi je suis plutôt pour que on arrête d'exonérer d'impôts des grandes entreprises et des grands patrons, d'exonérer de cotisations, et que ça nous permette du coup d'avoir une politique ambitieuse pour tous les parents du pays sans avoir à les mettre en concurrence les uns avec les autres. Bon, on se tient au courant, Sarah Legrain. Merci beaucoup d'être venue sur le Grand JT, députée LFI et vice-présidente de la délégation aux droits des femmes à l'Assemblée. Merci à vous. On marque une courte pause, on se retrouve.